Mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous recevons ce matin un invité particulièrement important pour nos travaux, en la personne de Didier Quillot, ancien directeur général de la Ligue professionnelle de football. Monsieur Quillot, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Monsieur Quillot, vous avez été à la tête de la LFP pendant un peu plus de 4 ans, de mars 2016 à septembre 2020. Au cours de cette période, vous avez notamment supervisé la vente des droits de diffusion des saisons 2020 à 2024 de Ligue 1 et de Ligue 2, qui a vu le groupe espagnol Mediapro emporter l'essentiel des lots pour un total de 1,15 milliard d'euros, tout lot compris, soit le record absolu pour le football français. Depuis, comme vous le savez, la situation s'est nettement dégradée, la crise sanitaire est passée par là, et face au succès limité de sa chaîne Téléfoot, Mediapro a renoncé à la diffusion du football français. En définitive, le montant des droits de la Ligue 1 a fortement diminué pour atteindre environ 660 millions d'euros aujourd'hui. Votre expérience, Monsieur Quillot, nous sera précieuse pour faire la lumière sur tous ces événements. Je crois que de l'eau a coulé sous les ponts depuis votre départ de la LFP. Aussi, j'espère que votre parole sera aussi libre que possible pour aborder, dans l'intérêt du football et plus largement du sport français, toutes les pistes de sortie de crise qui seraient nécessaires. Sans plus attendre, je vous cède la parole pour un exposé de 10 à 15 minutes, comme vous le souhaitez, qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission, et en particulier notre rapporteur, monsieur le député Cédric Roussel. Vous avez la parole, monsieur Quillot. Bonjour et merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur. Donc je vous remercie de m'avoir invité. Comme vous l'avez rappelé, donc j'ai quitté la Ligue de football professionnel en septembre 2020, il y a maintenant presque un an, et je ne me suis pas exprimé depuis un an, alors que j'ai entendu et lu de très nombreux commentaires sur ce qui s'était passé. Donc je vais le faire pour la première fois aujourd'hui devant la représentation nationale, et bien entendu je compte le faire avec une parole libre comme vous m'invitez à le faire. Donc j'ai prévu en effet un propos liminaire, donc je vais essayer d'être précis et exhaustif, donc, et ensuite bien sûr de répondre à vos questions. Je voudrais commencer par rappeler le contexte en 2017-2018. Donc nous sommes en 2017, le championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2, l'ensemble du football professionnel français est en pleine progression. Le Paris Saint-Germain vient de recruter Neymar et Mbappé, nous sommes à l'été 2017. L'AS Monaco vient d'être championne de France et il y a donc une intensité additionnelle sur notre championnat qui augmente la valeur de ce produit. Au printemps 2017, le groupe Altis fait une apparition remarquée dans le football en rachetant les droits de la Champions League à l'UEFA avec un montant 2 fois supérieur à ce qu'il était précédemment, et on se rend donc compte qu'il y a en France un nouvel acteur pour acheter des droits audiovisuels qui est le groupe Altis. Les autres championnats européens, je le rappelle, ont tous fait leur appel d'offres entre 2016 et 2017 et ont obtenu pour l'Angleterre près de 2 milliards d'euros par an, l'Allemagne 1,2 milliard, l'Espagne 1,2 milliard et l'Italie un peu moins de 1 milliard, 960 millions exactement. Il y a donc une très forte pression à ce moment-là, vous vous en souvenez, de l'ensemble de l'écosystème du football et en particulier des présidents de clubs pour que les droits français soient revalorisés. Et le chiffre magique de 1 milliard est prononcé par énormément de monde à ce moment-là. Et donc la mission principale, qui est confiée au service de la Ligue, dont je suis le directeur général à l'époque, c'est de contribuer au rattrapage de ce retard par rapport aux autres nations européennes et d'atteindre ce fameux milliard. Je rejoins la Ligue donc en mars 2016, donc, en ayant préalablement dirigé l'activité mobile de Orange et l'activité média de Lagardère. Et le choix qui est fait à ce moment-là par ceux qui choisissent, c'est effectivement de prendre quelqu'un qui a une expérience des médias et des télécoms pour faire progresser la valeur des droits. Je rappelle enfin qu'à ce moment-là, et ce n'est pas neutre, on va le voir plus tard, Xi Jinping, le président de la République chinoise, affirme que la Chine organisera la Coupe du monde de football en 2030, fait du football une priorité nationale pour son pays. La Fédération française de football et la Ligue ouvrent un bureau à Pékin en 2017, commencent à signer des conventions de formation avec des provinces chinoises. Des investisseurs chinois rentrent au capital de l'Olympique Lyonnais, de l'OGC Nice, de clubs italiens, et donc on a une arrivée massive d'investissements chinois dans le football européen. Donc nous nous mettons au travail avec les équipes de la Ligue
en 2017, nous nous mettons au travail et la première chose que nous faisons, nous confions une étude au Boston Consulting Group, que je ne présente pas, donc pour estimer la valeur minimum et maximum que l'on peut atteindre des droits du football français. Et le BCG, donc Boston Consulting Group, à la suite d'une étude très complète, très exhaustive, estime que les droits valent au minimum ce qu'ils valent à date, c'est-à-dire 740 millions, et au maximum 1,2 milliard, compte tenu de l'environnement concurrentiel, de la pénétration de la PTV en France, des benchmarks que l'on fait avec les autres pays européens. Donc, ils estiment la valeur entre 740 et 1,2 milliard. Nous travaillons à ce moment-là avec les équipes de la Ligue et le cabinet Clifford Chance, qui est le cabinet conseil de la Ligue depuis près de 20 ans que les appels d'offres existent, 25 ans même, et nous allons rencontrer tous les acteurs qui possiblement peuvent être intéressés par les droits du football français. Nous rencontrons évidemment les diffuseurs traditionnels, Canal+, beIN, mais aussi les chaînes en clair. Nous rencontrons les nouveaux acteurs comme Altice, nous rencontrons les anciens acteurs comme Orange, nous rencontrons tous les opérateurs de télécom français, nous rencontrons des agences de marketing comme IMG, nous rencontrons Mediapro, qui est un acteur sur lequel je vais revenir dans un instant espagnol, et nous rencontrons aussi les GAFA. Donc que ce soit d'ailleurs à Paris, à Londres ou aux États-Unis, nous rencontrons Google, Amazon et Facebook. Donc on fait un travail extrêmement exhaustif, donc avec Mathieu Ficot, qui est mon adjoint à la Ligue à ce moment-là, et les équipes de la Ligue, pour essayer de créer le maximum de compétition sur cet appel d'offres. Et ceci n'est absolument pas fait pour éliminer Canal+, comme je l'ai entendu hier dans une audition devant vous. Je reviendrai évidemment sur ce qui s'est passé dans le détail, sur comment s'est passé l'appel d'offres le jour fameux du 28 mai 2018, le jour de l'appel d'offres. Et donc il n'y a à aucun moment la volonté d'éliminer quiconque. Il y a simplement la volonté de créer ce qu'on appelle une tension compétitive, de façon à ce que les droits montent le plus, puisque c'est ce qui a été demandé par l'écosystème football à ce moment-là. Donc, nous considérons qu'autour de fin 2017, début 2018, l'heure est venue de lancer l'appel d'offres. Pourquoi ? Parce que, je l'ai rappelé, la valeur objective du produit Ligue 1 a augmenté. Il y a plus d'intérêt à la compétition Ligue 1. 2, la tension concurrentielle est là. Donc nous savons que des acteurs seront là. Les gens que nous avons rencontrés nous disent s'ils seront là ou pas. Et on a la conscience à ce moment-là qu'il y aura au moins 3 ou 4 acteurs qui participeront à cet appel d'offres. Et quand vous organisez un système d'enchères, il faut qu'il y ait au moins 3 ou 4 acteurs qui soient là. Troisièmement, nous travaillons sur un mécanisme d'appel d'offres et d'enchères, j'y reviendrai, qui a été qualifié de sophistiqué ou de diabolique à l'époque, mais qui n'est rien d'autre que ce que font les opérateurs télécoms. Je renvoie à une vingtaine d'années, dans les années 2000, lorsqu'il y avait les appels d'offres de la 3G, en France, en Allemagne. Donc on s'est inspiré de ce qui se faisait dans les télécoms, et cet appel d'offres-là, c'est un système d'enchères pas plus ni moins compliqué que ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité comme les télécoms. Et enfin, il y a le choix du calendrier. Et là, le choix du calendrier, nous pensons en effet que, et nous le faisons d'ailleurs en concertation avec le comité de pilotage sur lequel je vais revenir dans un instant, nous pensons qu'il faut lancer autour du printemps 2018, parce que la tension compétitive sera là. Nous voulons le faire avant la Coupe du Monde de football pour ne pas justement, entre guillemets, préempter un événement par un autre événement. Et donc nous décidons peu ou prou de lancer avant l'été 2018. Alors je rappellerai un mot sur et c'est très important, vous allez le voir pour la suite, je rappellerai un mot sur les éléments de type législatif. C'est très important. Pourquoi ? La France est le seul pays d'Europe pour lequel les appels d'offres des droits télévisuels sont encadrés par une loi, la loi Lamour, elle-même complétée par son décret d'application, qui prévoit de manière claire et explicite que les appels d'offres doivent faire l'objet de lots, que les appels d'offres doivent être transparents et non discriminatoires. Et il y a eu de nombreux contentieux dans les années précédentes qui nous amènent donc à présenter l'appel d'offres, c'est le cabinet Clifford Chance qui le fait, à l'autorité de la concurrence, car nous voulons être transparents et nous voulons que cet appel d'offres soit
préalablement soumis à l'autorité de la concurrence. J'insiste là-dessus. Parce que dès l'instant où notre appel d'offres a fait l'objet d'un règlement lui-même déposé devant l'autorité de la concurrence, autorité indépendante et juridiction suprême en France en matière de concurrence, nous ne pouvons plus changer le règlement de l'appel d'offres. Car si nous le changeons, nous nous exposons à des recours juridiques nombreux. Et on voit, il n'y a pas besoin de rappeler ce qui se passe depuis quelques semaines, que les diffuseurs n'ont jamais peur de saisir toutes les juridictions compétentes, qu'il s'agisse du tribunal de commerce ou de l'autorité de la concurrence. Donc nous sommes très prudents. Nous respectons la loi Lamour, nous respectons le décret d'application et nous soumettons notre appel d'offres à l'autorité de la concurrence. Voilà pourquoi, et on va y revenir dans un instant quand vous m'interrogerez sur les histoires de garantie bancaire, voilà pourquoi nous ne pouvons pas changer l'appel d'offres. Et dans l'appel d'offres initial, nous n'avons pas mis une garantie bancaire à première demande. Nous n'avons pas mis une garantie bancaire à première demande car une garantie bancaire à première demande sur, allez, on va dire 800 millions ou 1 milliard d'euros fois 4 ans, ça fait entre 3 et 4 milliards d'euros. Pour qu'une banque signe une telle garantie bancaire, ça veut dire qu'elle prend un engagement hors bilan de 3 à 4 milliards d'euros, ce qui est strictement impossible. Et par ailleurs, chaque fois, et moi je n'étais là que depuis 2016, mais lorsqu'avec le cabinet Clifford Chance, nous regardons ce qui s'est passé depuis 25 ans, chaque fois que la Ligue en 25 ans a demandé une garantie bancaire à première demande, y compris même à Vivendi ou à Orange, elle ne l'a jamais obtenue. Donc ce que nous mettons dans l'appel d'offres, c'est ce que l'on appelle une garantie de la société mère avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, qui est la même chose que ce qui a été fait par la Ligue depuis près de 20 ans. Alors ensuite, la gouvernance autour de cet appel d'offres. Donc, je le répète, nous sommes à l'automne 2017, et donc nous décidons de créer un comité de pilotage constitué d'éléments de membres du conseil d'administration de la Ligue. Donc, dans ce comité de pilotage siègent donc 9 présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, plus Jean-Michel Aulas, qui n'était pas à l'époque membre du conseil d'administration, mais que nous avons invité. En effet, j'ai écouté l'audition de Jean-Michel Aulas, il a tout à fait raison, il a été invité, non pas juste le dernier jour de l'appel d'offres, mais à 2 ou 3 réunions précédentes du comité de pilotage. Le comité de pilotage s'est réuni 7 fois entre l'automne 2017 et avril 2018. Donc, il était représenté par 9 présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, plus Jean-Michel Aulas à la fin du process, la présidente de la Ligue de l'époque, les services de la Ligue en charge, le cabinet Clifford Chance, un représentant de la Fédération française de football et un représentant des familles du football. Ce comité de pilotage, son rôle a consisté à valider l'ensemble des travaux effectués et de manière plus précise, dont le comité de pilotage a validé la programmation et les horaires des matchs. Souvenez-vous, c'est à cette époque-là que nous avons, par exemple, changé le multiplex qui avait lieu le samedi soir à 20h, que nous avons mis le dimanche à 15h, à la demande d'un président de club de Ligue 1 qui a su convaincre ses collègues. Je me souviens de ces réunions de comité de pilotage qui duraient fort tard d'ailleurs, et un président de Ligue 1 a su convaincre ses collègues qu'il valait mieux mettre le multiplex de dimanche à 15h. C'est donc le comité de pilotage qui arrête la programmation et les horaires des matchs, point 1. Point 2, les lots, dont nous divisons l'appel d'offres en 7 lots, donc sur lesquels je reviendrai dans un instant, donc, et l'ensemble de ces lots est validé par ce comité. Troisièmement, le calendrier de lancement, c'est-à-dire qu'effectivement, je soumets à ce comité le calendrier de lancement en expliquant que de notre point de vue, les services de la Ligue, c'est le bon moment de lancer. Et il y a eu un débat, souvenez-vous à l'époque, le président de la Fédération française de football s'était interrogé d'ailleurs publiquement de savoir s'il fallait lancer avant l'été ou après l'été. Nous avons de nombreuses discussions et nous arrêtons ensemble cette décision de avant l'été en nous disant d'ailleurs, on va mettre un prix de réserve et si ce prix de réserve n'est pas atteint, et j'y reviendrai, c'est très important, si ce prix de réserve n'est pas atteint, l'appel d'offres sera déclaré infructueux et nous pourrons donc relancer à ce moment-là, dans 6 ou dans 9 mois, on aura encore le temps de relancer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous lançons avant l'été 2018. Il y a l'effet Coupe du Monde, on ne veut pas être pendant la Coupe du Monde.
2, on considère que les acteurs sont là. Et 3, on se dit, si jamais on s'est trompé, eh bien, on aura encore 6 à 9 mois devant nous, avant 2019, puisqu'il faut en général que les appels d'offres soient lancés 1 an avant le début du nouveau cycle, qui était 2020. Et donc, on décide de lancer, avec le comité de pilotage, avant l'été. Et enfin, le dernier point, c'est le prix de réserve, sur lequel je vais revenir, parce que là aussi, c'est un point très important. Donc, le prix de réserve, nous faisons un tour de table de ce comité de pilotage. Chacun s'exprime, donne le prix de réserve par écrit. Nous déposons ça au cabinet d'avocats, ensuite chez un huissier, pour qu'on recueille tous les avis. Et ensuite, le prix de réserve, il est en effet fixé par les services de la Ligue, par votre serviteur. Et je peux le révéler aujourd'hui parce que je pense que ça a été connu. D'ailleurs, je crois que ça a déjà été dit dans des réunions de la Ligue. Le prix de réserve est fixé à le prix de réserve cumulé, car il y a 2 prix de réserve. Un prix de réserve sur les 3 premiers lots, 1 plus 2 plus 3, qui est fixé à 800 millions d'euros. Et le prix de réserve cumulé est fixé à 965 millions d'euros. Ça veut dire que nous n'avons pas une approche extrémiste, comme j'ai pu l'entendre sur des intervenants devant cette commission. Nous fixons un prix de réserve à 965 millions d'euros, qui est en gros ce que nous pouvons considérer comme l'objectif que nous voulons atteindre. Nous ne partons pas dans un délire qui est de dire on veut atteindre 1,2 milliard. On dit on veut atteindre de l'ordre de 1 milliard. Et on fixe un prix de réserve. Le prix de réserve, c'est ce qui déclenche l'annulation de l'appel d'offres s'il n'est pas atteint, à 965 millions d'euros et à 800 millions pour les 3 premiers lots. Voilà. Donc ça, alors maintenant, si on parle de l'appel d'offres lui-même. Dans l'appel d'offres, il se déroule donc de mémoire le 28 mai 2018. Et là, c'est un appel d'offres. Il n'y a rien de plus mécanique qu'un appel d'offres de droit télé. Vous avez des acteurs qui ont déposé la veille au soir ce que l'on appelle leur proposition qualitative, c'est-à-dire comment ils vont exposer le produit. Et ensuite, vous avez une séquence d'enchères organisée le lendemain, de manière très stricte, encadrée par des huissiers de justice. Il y a près d'une dizaine d'huissiers de justice qui sont répartis entre le cabinet Clifford Chance d'une point qui est en gros la tour de contrôle de cet appel d'offres, où il y a le comité de pilotage que j'ai décrit tout à l'heure, les services de la Ligue et 3 ou 4 huissiers de justice. Et ensuite, il y a des huissiers de justice présents au siège de chacun des acteurs qui a déclaré qu'il participerait à l'appel d'offres. Chaque participant, que ce soit de la Ligue, du comité de pilotage, des acteurs qui participent à l'appel d'offres, doit donner son téléphone mobile aux huissiers de justice. Il y a interdiction de communiquer avec l'extérieur pendant toute la durée de l'appel d'offres qui dure en gros une demi-journée. Et ce sont donc une séquence d'enchères, lot par lot, avec un quart d'heure pour répondre, lot par lot. Les huissiers communiquent entre eux à travers des liaisons télécom sécurisées. L'huissier, à 10h du matin, l'huissier qui est dans le cabinet Clifford Chance appelle tous ses collègues qui sont chez les différents soumettants et dit « lot numéro 1, enchère commence, vous avez 15 minutes ». Et 15 minutes après, le même huissier appelle tous ses collègues et recueille les propositions. Voilà. Donc à aucun moment il y a un mécanisme diabolique pour éliminer qui que ce soit. Il y a des huissiers qui collectent des offres, qui viennent devant le comité de pilotage et qui disent « lot numéro 1, l'opérateur X propose tant, l'opérateur Y propose tant, l'opérateur Z propose tant, et ensuite il y a ce qu'on appelle une attribution provisoire du lot après avoir demandé aux autres soumettant un droit de match-up. Je vais revenir dans un instant sur ce que c'est que le droit de match-up. Il y a une attribution provisoire des lots, et à la fin de la matinée, il y a une attribution définitive si le prix de réserve a été atteint. Voilà exactement la procédure. Donc à aucun moment, il y a la volonté d'éliminer qui que ce soit. J'insiste là-dessus. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur les différents lots? Lot numéro 1, donc c'est le fameux top 10 plus les matchs du dimanche soir. Canal+ propose 262 millions d'euros et Mediapro 330 millions d'euros. À ce moment-là, nous appelons, Canal+, donc, et nous lui demandons si Canal+ veut exercer ce qu'on a appelé dans notre règlement le droit de match-up. C'est-à-dire, afin de créer la compétition sur l'enchère, donc on a décidé d'autoriser un droit de match-up une fois, c'est-à-dire c'est comme un système d'enchère, on peut bider, enfin, on peut matcher sur le lot du meilleur. On ne dit pas à Canal+ qui est en tête,
mais on lui dit, quelqu'un est en tête, il a mis 330 millions, voulez-vous matcher, oui ou non? Et à ce moment-là, Canal+ décide de ne pas matcher. Et on passe donc au lot numéro 2. Sur le lot numéro 2, Mediapro propose 250 millions d'euros, Canal+ propose 10 millions d'euros. Ces chiffres, je peux les donner puisque Maxime Sada lui-même les a présentés, je crois, dans une assemblée générale de la Ligue qui s'est tenue il y a quelques semaines, de manière transparente et assumée, dont je n'ai pas l'impression de violer un quelconque secret ici, puisque je répète des chiffres qui ont été présentés et assumés ainsi. Donc le lot numéro 2 est aussi attribué à Mediapro, puisque Canal+ n'exerce pas là non plus son droit de match-up. Sur le lot numéro 3, beIN propose 332 millions d'euros, qui est le montant que tout le monde connaît depuis quelques semaines, et Canal+ propose là aussi 10 millions d'euros. Et là aussi, nous demandons à Canal+ s'il veut exercer son droit de match-up, et là aussi, Canal+ ne souhaite pas exercer son droit de match-up. Donc l'explication de ce qui s'est passé ce jour-là, je la tiens de Maxime Sada lui-même, qui reconnaît, et je pense que tout le monde le sait ici, que dès l'instant où il a perdu le lot numéro 1, il a souhaité, le groupe Canal+ a souhaité faire échouer l'appel d'offres et que le prix de réserve ne soit pas atteint. Et donc les dirigeants du groupe Canal+ ont pensé qu'ils étaient seuls en fait, et ne sachant pas qui était l'acteur qui avait mis 332 millions, puisque je le rappelle, on est dans une procédure aveugle où personne ne peut communiquer avec personne. Donc ne sachant pas ce qui se passait, on dit on va essayer. Mais ce que je dis là, une fois de plus, c'est assumer. J'imagine que vous allez interroger les diffuseurs et que la réponse sera exactement la même, de dire on va faire échouer l'appel d'offres et faire en sorte que le prix de réserve ne soit pas atteint. Le prix de réserve intermédiaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était fixé à 800 millions d'euros pour les lots 1, plus 2, plus 3, est effectivement dépassé, puisque 330 plus 250 plus 332, ça fait plus de 800, et donc l'enchère continue. Et on passe au lot numéro 4, pour lequel Canal+ propose 170 millions d'euros et Mediapro 190 millions d'euros. Et là aussi, dont le match-up n'étant pas exercé, le lot est attribué à Mediapro. Et d'ailleurs, si on essaye de comprendre ce qui s'est passé, je vais revenir là-dessus dans un instant après avoir parlé du lot numéro 5, 6 et 7. Les lots 5 et 7 ne sont pas attribués car ils n'atteignent pas des prix de réserve individuels suffisants. Ce jour-là, ils ne sont pas attribués ce jour-là, ils seront attribués plus tard. Et le lot numéro 6, qui est ce qu'on appelle le lot digital, donc est attribué à Free, car Free met 42 millions d'euros et Canal+ 41 millions d'euros. Donc on voit bien qu'a posteriori, il s'est passé exactement ce que je dis. C'est-à-dire que Canal+, sur les lots 2 plus 3, a essayé de faire échouer l'appel d'offres en mettant un prix très bas, puisque 10 millions d'euros, c'est extrêmement bas, évidemment. Et ensuite, ayant compris que l'appel d'offres continuait malgré tout et que sa stratégie d'échec de l'appel d'offres avait elle-même échoué, si je peux utiliser l'expression, essaye de prendre le lot numéro 4 en mettant 170 millions d'euros, mais c'est insuffisant, et le lot numéro 6 en mettant 41 millions d'euros, et c'est insuffisant. Voilà. Et à la fin de la journée, comme on dit, à la fin de la journée, nous, les huissiers de justice, le cabinet Clifford Chance et les présidents de club qui assistent au comité de dépouillement, donc sommes devant la constatation que nous devons attribuer à ceux qui ont fait la meilleure offre, parce que c'est ce que notre règlement de l'appel d'offres déposé devant l'autorité de la concurrence dit, et donc nous devons attribuer ainsi. Voilà exactement ce qui s'est passé. Alors ensuite, est-ce que nous aurions pu faire les choses différemment? Je dirais oui sur un point, et je rejoindrai d'ailleurs ce qu'a dit Jean-Michel Aulas hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans votre audition. Je pense qu'une fois que l'attribution est donc faite... Ah oui, pardonnez-moi, avant de revenir sur ce point-là, je vais revenir sur la gouvernance. Donc une fois que cette journée est terminée, les décisions sont validées par le conseil d'administration de la Ligue, qui avait validé d'ailleurs, avant le lancement, l'ensemble des points que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire la programmation, le calendrier, les prix de réserve et les lots. Donc le conseil d'administration de la LFP, dont fait partie le président de la Fédération française de football, s'est explicitement réuni avant l'appel d'offres pour valider ces 4 points, et s'est explicitement réuni après l'appel d'offres
entre la fin de la journée du 28 mai et le 29 mai au matin ou à 14 heures, je ne sais plus, pour valider l'attribution. Et c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que les attributions ont été considérées comme définitives, avec donc une double validation du comité de pilotage et du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Donc, qu'aurions-nous pu faire autrement? Certainement, comme l'a dit Jean-Michel Aulas, on aurait pu mettre dans le règlement de l'appel d'offres le dépôt de ce qu'on appelle un upfront payment, c'est-à-dire un acompte, donc qui aurait en tout cas amené un peu de trésorerie additionnelle plus vite. Et certainement que... Alors en acompte, après, on parle de 10-20% de la première année du contrat. Donc si on est 20, Mediapro devait payer 780 millions, 20% de ça, ça fait à peu près 150-160 millions. Objectivement, je ne sais pas ce qui se serait passé si en mai 2018, on avait demandé 150 millions à Mediapro. À mon avis, ils les auraient payés, parce qu'à l'époque, les chiffres économiques de Mediapro étaient excellents, je vais y revenir. Il avait un nouvel actionnaire sur lequel je vais revenir aussi. Et je pense que si on avait demandé un acompte, il aurait été payé. D'ailleurs en Italie, puisque l'Italie a été évoquée ici même par certains qui m'ont précédé, en Italie, la Serie A avait demandé, et ce n'est pas 15 jours avant, comme ça a été dit par certains intervenants, c'est très précisément 48 heures avant. Ce qui se passe en Italie, ce n'est pas 15 jours avant, c'est 48 heures avant. Dans la Serie A italienne avait demandé, je crois, 60 millions d'euros d'acompte à Mediapro, que Mediapro a payé. Et comme ils sont toujours en procès avec la Serie A, je crois que cet argent est encore sous séquestre quelque part dans une banque italienne, puisqu'il y a encore un procès entre la Serie A et Mediapro. Donc, alors, c'était 60 millions d'euros que Mediapro a payé. Donc, et en fait, Mediapro n'a pas été retenu par la Serie A, non pas parce que la Serie A ne voulait pas de Mediapro, puisqu'ils avaient payé la compte demandée de 60 millions d'euros, mais parce qu'ils ont préféré, pour des raisons qualitatives, travailler avec l'opérateur historique qui est Sky Italia. Voilà. Alors sur Mediapro, et après j'en aurai terminé, pour mon propos liminaire qui a été un peu long, je vous prie de m'excuser. Donc sur Mediapro, de qui parlons-nous en fait? Nous sommes en mai 2018. En mai 2018, Mediapro, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire c'est à peu près la taille de TF1 et de Canal+ France. Je ne connais pas les chiffres précis, mais on dirait que c'est à peu près en tout cas la taille de TF1. C'est 220 millions de résultats nets l'année qui vient de précéder. C'est 25 ans comme diffuseur de la Liga espagnole. C'est le titulaire de droit de la Liga pour le monde entier. C'est le titulaire de contrat avec l'UEFA. C'est, comme l'a dit Marc Sénéchal devant vous il y a quelques semaines, un acteur connu, reconnu, spécialisé dans le sport et reconnu mondialement. Donc je pense que... Et par ailleurs, et ce n'est pas neutre, Mediapro vient d'être racheté par un fonds d'investissement chinois qui s'appelle Ontai Orient Capital, qui est un fonds d'investissement chinois au sein duquel siège un représentant du Parti communiste chinois. Donc il y a une proximité, nous le vérifions à ce moment-là, avec la banque d'affaires qui a réalisé l'opération entre Ontai Orient Capital et les actionnaires de Mediapro. Nous prenons nos renseignements à ce moment-là et nous avons confirmation que le fonds dont on parle est un fonds proche du gouvernement chinois. Et nous pensons à ce moment-là, et nous sommes nombreux à penser à ce moment-là, que ceci est un instrument de soft power que le gouvernement chinois a décidé de déployer en Europe, car il veut organiser la Coupe du monde de football en 2030, car il prend des possessions capitalistiques dans des clubs français comme Lyon ou l'OGC Nice, donc via des intervenants chinois. Et on pense que le fait qu'un fonds d'investissement chinois proche du gouvernement chinois devienne propriétaire d'un acteur audiovisuel européen s'inscrit dans cette stratégie de soft power, comme ça a été fait par exemple par le Qatar avec beIN. Et on pense qu'on a une espèce d'analogie donc d'un État et d'un instrument de l'État, c'est-à-dire un fonds proche de l'État qui va être un opérateur de télévision en Europe. Voilà. Et tout le monde à ce moment-là partage ce point de vue et ne met pas en doute la capacité que Mediapro aura à payer. Et d'ailleurs, puisque j'ai entendu là aussi des remarques qui ont été faites devant votre commission, le business plan de Mediapro, en effet, à 25 € par mois et par abonné, il faut 3 millions d'abonnés pour équilibrer les comptes, peu ou prou. Et
tout le monde pense à ce moment-là, et je pense que Maxime Sada a raison de dire que le business plan est particulièrement compliqué à atteindre. Il a tout à fait raison. Tout le monde pense à ce moment-là que il va y avoir 1 ou 2 années de déficit, mais qu'au bout de la 3e ou la 4e année, l'équilibre sera atteint, et que dès l'instant où nous sommes dans une stratégie de soft power, comme ça a été fait par exemple avec Bein, l'actionnaire peut accepter d'avoir donc des pertes pendant 1 ou 2 ans. Voilà en gros l'analyse qui est faite à ce moment-là. Je rappelle enfin que Ontario Orient Capital, c'est 10 milliards d'euros de capitalisation boursière, et que le deuxième actionnaire de Mediapro, c'est WPP, qui est le leader mondial de la publicité, et WPP, c'est aussi 10 milliards d'euros de capitalisation boursière. Voilà, ce que je voulais dire. Alors après, j'en aurais terminé, avant vos questions. Pourquoi Mediapro a échoué? Là, je vais reprendre, je fais volontiers mien les propos de Marc Sénéchal, quand vous l'avez interrogé, je crois, il y a quelques semaines. Premièrement, la valeur objective du produit avec des matchs à huis clos n'est plus la même. Je pense que là-dessus, le spectacle télévisuel football sans public n'est plus le même. Et donc, il y a une analyse objective qui est sur la valeur du produit, qui fait qu'il y a moins de gens. C'est pas la seule raison, hein, mais c'est une des raisons. Il y a moins de gens intéressés par voir des matchs à huis clos que des matchs devant du public. C'est juste évident. Deuxièmement, il y a eu une loi en Chine, je pense que ça c'est un point très important, votée en 2019, qui interdit les investissements chinois dans le sport en Europe. Depuis 2019, il n'y a plus un seul club européen qui a été acheté par un investisseur chinois. Troisièmement, le piratage, donc, qui effectivement est un fléau, je sais, sur lequel l'Assemblée nationale, et monsieur le rapporteur, vous en êtes un des acteurs principaux, travaille sur le piratage. Mais le piratage est une activité en croissance, fort malheureusement. Et enfin, là aussi, ça a été rappelé par Marc Sénéchal, il n'y a pas eu d'accord de distribution signé par Canal+. Et donc, sans accord de distribution avec Canal+, le business plan ne pouvait pas être exécuté tel que prévu. Donc, quand vous additionnez ces 4 raisons objectives, vous avez effectivement un opérateur qui n'est pas en situation de réussir. Après, qu'est-ce qui s'est passé à partir de septembre 2020? Je ne sais pas, car je n'étais plus là. Mais en tout cas, si j'essaie de comprendre les raisons de l'échec, voilà celles que j'évoque. Merci, monsieur Didier Quillot. Juste avant de passer la parole au rapporteur, je pense qu'il a de nombreuses questions à vous poser. Vous évoquiez le contexte de mai 2018 et la volonté des autorités en Chine, vous avez cité le président de la République chinoise, d'investir massivement, y compris dans le foot en Europe, et un revirement donc quasiment 1 an après, oui, au niveau de la loi, avec cette interdiction d'investissement en Europe pour les fonds chinois. Comment vous expliquez ce revirement stratégique de la part des autorités chinoises, du coup? Parce que depuis, il semblerait que c'est plutôt ce qui est observé, effectivement, par ces fonds d'investissement. Objectivement, je ne sais pas répondre aux raisons pour lesquelles le gouvernement chinois a changé de pied, si je peux utiliser cette expression, entre la volonté... Xi Jinping avait fait du football une priorité nationale dans les années 2017-2018. Vous savez tous qu'il est un supporter du Manchester United, hein, donc il y a même des photos de Xi Jinping avec des maillots de Manchester United. Donc, je ne sais pas répondre sur pourquoi. Je constate qu'aujourd'hui, il n'y a plus de clubs européens qui font l'objet d'offres de reprise par des investisseurs chinois. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Voilà, merci. Merci, monsieur le président. Alors, merci déjà, Didier Quillot, de venir ici pour exposer et clarifier précisément et répondre à nos questions déjà, parce que ça, c'est quelque chose qui nous touche en tant que représentants de la nation, mais surtout dans ce lieu qui se veut un lieu justement de débat ouvert et d'information pour tous et toutes, puisque je crois que
on peut s'accorder qu'il y a nécessité à un peu rendre transparentes les choses et l'information. En tout cas, c'est tout le but et tout le sens de l'intitulé cette mission qui est une mission d'information. Donc je tenais à vous remercier déjà d'avoir répondu favorablement, et sachant que ce n'est pas le cas de tous les acteurs qui étaient concernés et qui ne semblent pas se soucier tous et toutes de l'intérêt de la représentation nationale pour ce sujet, et notamment pour lesquels donc les convocations sont ouvertes. Et je pense ici à notamment donc la présidente Nathalie Bois de la Tour, puisque ça va amener une des questions. Je voudrais qu'on revienne à l'origine, justement d'un point de vue chronologique, du début donc de ces négociations et de votre rôle plus précisément. Je souhaiterais déjà donc rappeler quelques faits vous concernant, puisqu'en 2015, déjà vous êtes issu, vous l'avez dit, du monde audiovisuel. Où vous avez passé de nombreuses années. En 2015, vous étiez vous-même donc candidat à la présidence de France Télévisions. Donc en mars 2016, vous avez succédé à Jean-Pierre Hugues en qualité de directeur général exécutif de la LFP. Donc je voudrais juste qu'on recontextualise. Là, je vais sur des mots qui sont compliqués avec un masque, mais bon. Pouvez-vous nous préciser donc quels étaient votre rôle, vos rôles respectifs, puisque j'ai évoqué juste avant celui également donc de la présidente, vos attributions dans le cadre donc de cette mission et les objectifs, s'ils étaient clarifiés, contextualisés de manière précise. Il y a eu une modification des statuts de la LFP de mémoire au printemps 2016, lorsque je suis arrivé. Alors, les statuts n'ont pas été modifiés pour moi, hein. Les statuts ont été modifiés et ensuite il y a eu une recherche qui a été faite, pour savoir quel était le candidat pour le poste. La modification des statuts prévoyait que la présidence de la Ligue devienne non exécutive et que l'on recrute un directeur général exécutif. En anglais, on dirait un CEO, Chairman and CEO, donc avec une différenciation des fonctions. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis arrivé en mars 2016 donc à la LFP en tant que directeur général exécutif ou CEO en anglais, et j'avais donc la responsabilité opérationnelle de la conduite de la Ligue. Le président donc, de l'époque, qui était une présidente, Nathalie Bois de la Tour, élue en octobre ou en novembre 2016, ayant donc, elle, la mission de fixer le cadre général, d'avoir la représentation auprès des pouvoirs publics, auprès de la Fédération française de football, enfin une organisation assez traditionnelle, donc entre un président non exécutif et un directeur général exécutif. Et dans ce cadre-là, c'est au directeur général exécutif qu'il appartenait, comme vous l'avez dit à l'introduction, Monsieur le Président, de superviser l'appel d'offres. Lorsque Nathalie Bois de la Tour a été élue présidente, elle a souhaité qu'on fasse un binôme plutôt que rester dans un rôle de présidente non exécutive. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été écrit et commenté maintes fois à l'époque. Et donc, nous avons mis en place ce binôme-là, donc, qui est celui qui a fonctionné à la Ligue, parfois bien, parfois moins bien, donc pendant 4 ans. Voilà exactement ce que je pouvais dire. Donc, effectivement, les statuts qui avaient, il faut être clair, les statuts qui avaient été adoptés au printemps 2018 n'ont pas été strictement respectés à la lettre, puisqu'on a mis en place un binôme avec un partage des rôles. Et je pense que la nouvelle refonte des statuts qui a été adoptée à l'initiative de Vincent Labrune, le nouveau président, par l'AG de la Ligue, je crois, en décembre dernier, est bien plus claire de ce point de vue-là, puisqu'elle revient au statut d'avant, donc avec un président qui a la responsabilité aussi exécutive de la Ligue. Concernant l'appel d'offres, pour être très précis, vous l'avez dit, j'ai supervisé l'appel d'offres, mais je l'ai fait dans le cadre d'une gouvernance transparente et parfaitement claire et précise, donc avec un comité. Je ne reviens pas sur le comité de pilotage, sa constitution, le nombre de fois où il s'est réuni, la double validation par le comité de pilotage et le conseil d'administration. C'est un exercice, c'est un duo. Alors, on va peut-être partir déjà du mécanisme d'appel d'offres. Vous l'avez évoqué, c'est un mécanisme qui est donc mécanisme avant tout juridique encadré, avec donc, je dirais, un mécanisme de vente au plus offrant, au mieux disant, vente aux enchères.
Donc, on a les éléments financiers que vous nous avez présentés, à savoir, donc, ce sont des critères exclusivement, pour le coup, financiers, en tout cas, de ce que vous en avez décrit, avec un prix de réserve et déjà, qui a été, donc, si j'ai bien compris, un prix de réserve qui a été concerté, puisque chaque membre du comité de pilotage a pu s'exprimer pour pouvoir, donc, avoir cette idée précise d'une évaluation et d'un objectif. Tout à fait. Donc, à l'occasion d'une des réunions du comité de pilotage, donc nous avons fait un tour de table. Donc, quand je dis, à chaque fois que je dis on, c'est Mathieu Ficot, moi-même et Clifford Chance, donc qui était dans ce comité de pilotage, ainsi que Nathalie Bois de la Tour, d'ailleurs, qui faisait partie du comité de pilotage et qui assistait à toutes les réunions. Je tiens à le rappeler. Donc nous avons fait un tour de table et nous avons demandé à chacun des membres du comité de pilotage, qui travaillaient depuis 6 mois, hein, comme je le dis, avec plusieurs réunions. Donc on leur avait présenté l'étude du BCG, les benchmarks européens. Enfin, on avait vraiment travaillé intensément et chacun s'est exprimé par écrit. Donc en disant, voilà, moi je considère le comité... Je crois qu'on avait demandé une fourchette 1000 et une fourchette max. Donc, les plis ont été rassemblés par notre conseil, donc Clifford, et ensuite, donc on a avec Mathieu Ficot et moi-même, donc on a ensemble et le cabinet Clifford, on a travaillé, on s'est dit voilà en gros, et très franchement, les prix qui étaient sortis des membres du comité de pilotage allaient en gros entre 800 et 1,2 milliard. En gros, ils avaient été convaincus par les travaux que nous avions faits et qui avaient été faits par le BCG pour dire, franchement, si on a comme aujourd'hui, entre guillemets, 2016-2020, ça sera le minimum, mais il ne faut pas délirer et espérer avoir ce qu'ont les Anglais, donc ça devra être autour de 1,2 en fait, c'était ça qui était sorti. Et donc nous ensuite, donc avec Mathieu, nous avons entre guillemets en conscience et en responsabilité, et j'insiste là-dessus, parce que j'ai entendu hier un membre auditionné parler d'aveuglement, nous n'avons absolument été ni aveuglés ni imprudents, nous avons été en responsabilité sur la base des études que nous avons et sur la base des remontées qui avaient été faites par les membres du comité de pilotage, arrêter un prix de réserve à 965 millions d'euros qui nous paraissait être à la fois un très bel objectif parce que ça aurait fait une progression de, je ne sais plus, par rapport à 740, 25%, près de 25% de progression. Ça aurait été pas très loin de l'objectif psychologique qui était là. Et on s'était dit, si on obtient ça, il faudra considérer l'appel d'offres comme fructueux. Voilà. Et si on ne l'avait pas obtenu, eh ben on aurait déclaré l'appel d'offres infructueux, on aurait recommencé 6 ou 9 mois après. Jamais nous n'avons mis des objectifs à 1,2 milliard, jamais. Ensuite, c'est la mécanique de l'appel d'offres, d'une part. Et puis, c'est entre guillemets le désir qu'ont eu les acteurs, Mediapro d'une part, Bein d'autre part. Bein met 332 millions d'euros sur le lot numéro 3. Pour nous, c'est une très grande surprise que Bein valorise ce lot à 332 millions d'euros. Free met 41 millions d'euros sur le lot digital. Le prix de réserve que nous avions fait sur le lot digital, de mémoire, était de 10 ou de 15 millions d'euros. On n'aurait jamais pensé qu'un opérateur mette 41 millions d'euros, 42 précisément, sur le lot digital. Donc il se passe quelque chose ce jour-là qui fait que l'ensemble des acteurs présents à l'appel d'offres sont réellement motivés par gagner un ou plusieurs lots. Et donc la mécanique d'enchère, plus la très grande motivation des acteurs, fait que les prix dépassent le prix de réserve que nous avions fixé. Alors, vous parliez, effectivement, est évoqué beaucoup de légèreté, d'imprudence de la part des personnes qu'on a pu auditionner, et de tout ce qu'on a pu lire aussi. Moi, j'ai une question très simple, c'est est-ce qu'à un moment donné, dans le cadre de ces travaux de la commission de pilotage, il y avait très clairement, et vous parlez du cabinet Clifford Chance, une mission également, outre d'accompagnement juridique, mais à un moment donné, une réflexion sur la sécurisation financière des prochains candidats, puisque, allez, je vais prendre l'exemple d'une très très belle maison qu'on met en location, pour le coup donc à plus d'1 milliard d'euros de valeur, généralement donc dans une relation entre un locataire et un propriétaire, on s'assure que la capacité au locataire à pouvoir régler régulièrement donc ses loyers, et pour ça donc on demande toute une analyse en termes de revenus, de capacité de remboursement et aussi de solvabilité. Mais précisément, est-ce qu'il y a eu une volonté
et des questions de la part du comité de pilotage, et déjà une volonté dans la méthode de creuser très en détail sur la capacité, la solvabilité, mais aussi la capacité de remboursement que j'associerais, c'est-à-dire à la rentabilité du modèle économique de l'exploitation du produit audiovisuel qu'est la diffusion de championnat de France par le candidat, quel qu'il soit. Il y a deux questions dans votre question. Donc, première question, est-ce qu'il y a eu une réelle volonté de sécuriser de la part des membres du comité de pilotage? La réponse est évidemment oui. Moi, je suis à la Ligue à ce moment-là que depuis 2 ans et demi. Nous nous appuyons sur les travaux de ceux qui sont là depuis plus longtemps, et je pense en particulier à nos amis du cabinet Clifford qui pilotent les appels d'offres avec le management de la Ligue depuis 25 ans. Et lorsque je vous disais tout à l'heure, et je reprends mes notes pour ne pas commettre d'erreur, lorsque je mets tout à l'heure que nous mettons dans le règlement de l'appel d'offres donc une garantie de la société mère avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, c'est la reprise de ce qui avait été fait précédemment. C'est pas plus, mais c'est pas moins non plus. Aurait-il fallu demander plus? J'ai dit tout à l'heure que certainement, et je pense que pour le futur, je ne sais pas d'ailleurs ce qui a été fait dans l'appel d'offres qui a été lancé en janvier, je ne sais pas dans quelles conditions Amazon est rentré, je ne sais plus cela maintenant, mais en tout cas, ma recommandation serait effectivement de faire une demande d'acompte. Mais d'ailleurs, il y a très peu il y a très peu de ligues qui demandent des acomptes. J'ai pas toutes mes notes avec moi, mais je crois qu'il y a une guerre que l'UEFA qui demande des acomptes de l'ordre de 10% du montant. Je ne suis pas sûr à 100% de mon chiffre, mais je ne crois pas que les autres ligues demandent des acomptes. Mais à l'évidence, il faudrait le faire. Voilà. Concernant la solvabilité, je le répète, à cette époque-là, Mediapro, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, 220 millions de résultats. Ça doit être, à mon avis, le résultat de TF1 de l'époque, je ne sais pas, ou peut-être même de Canal+. Donc c'est très comparable. En termes de chiffres, c'est très comparable. Deuxièmement, il y a un actionnaire, donc il y a 2 actionnaires, WPP et un fonds chinois, dont la capitalisation boursière de chacun d'entre eux est de 10 milliards d'euros. Ce qui se passe, en fait, je crois, mais là-dessus, ce ne sont pas mes termes, ce sont ceux de Marc Sénéchal. Je crois que dès l'instant où Mediapro a beaucoup de mal à signer des accords de distribution avec les telcos, souvenez-vous, Orange, Bouygues, SFR, c'est SFR qui signe le premier, d'ailleurs c'est très étonnant d'ailleurs. C'est SFR qui signe le premier l'accord de distribution autour du mois de juin-juillet, et les autres telcos, Orange en particulier, ne signent que très très tardivement. Je ne me souviens plus, mais je me rappelle que nous, à l'époque, avec Mathieu Ficot, nous mettons une énorme pression sur M. Rueres, Jean-Marie Rueres, en lui disant il faut que vous ayez des accords de distribution avec les telcos, c'est absolument indispensable. Donc nous alertons sur ce point-là dès le mois de janvier 2020, en disant vous en êtes où de vos accords de distribution? Et je pense par ailleurs que Jean-Marie Rueres a péché par vanité. Il a pensé que ça serait beaucoup plus facile que ça l'a été véritablement. Donc, les accords de distribution, force est de constater qu'ils n'arrivent pas. Et que quand vous avez un produit, d'ailleurs Jean-Michel Aulas l'a rappelé hier, le produit éditorialement est un bon produit. Ce sont de bons journalistes, c'est filmé très correctement. Personne ne critique le produit. Le problème de l'échec, c'est les accords de distribution qui ne sont pas là et dont l'exposition du produit. Le produit en lui-même est un bon produit. Les émissions sont plutôt de bonne facture. Enfin, évidemment, il n'y a pas 30 ans d'expérience, mais il y a 25 ans d'expérience en Espagne. Donc c'est plutôt un bon produit. Les équipes de Jean-Michel Roussier produisent un bon produit. Mais les accords de distribution ne sont pas là. Et en particulier, l'accord de distribution avec Canal Satellite. Canal Satellite, de mémoire, c'est 1 700 000 ou 1 900 000 abonnés. C'est-à-dire que si vous signez un accord de distribution avec CanalSat, vous avez mécaniquement près de 2 millions de nouveaux abonnés. Et dès l'instant où Canal+ refuse de signer un accord de distribution, eh ben, vous n'avez pas accès à ces 2 millions d'abonnés. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Donc, et sur le business plan, eh ben, sur le business plan, dès l'instant où vous n'avez pas les accords de distribution, dès l'instant où vous n'avez pas Canal Satellite, c'est très difficile d'atteindre 3 millions d'abonnés la première année. Est-ce qu'avec le recul, cette garantie dont vous parlez, qui est une garantie effectivement, qui est une garantie de qualité, mais sur
je dirais, la possibilité d'actionner cette garantie. Est-ce que tout le monde était à l'aise avec le fait d'avoir donc une garantie dont je veux dire qu'il fallait actionner auprès d'un fonds souverain, c'est-à-dire auprès d'un État, et en l'occurrence l'État chinois. Est-ce que cela, c'était quelque chose vraiment de, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a coché une case en se disant, bon, la garantie c'est fait, mais est-ce qu'il y a eu réellement une réflexion? Et est-ce qu'il y a eu effectivement un scénario catastrophe à un moment donné qui a été aussi pris en compte dans cet appel d'offres? Encore une fois, quel que soit le candidat, mais est-ce que il y avait cette prise de conscience? Alors, je le répète, hein, donc on a mis dans le règlement de l'appel d'offres le même type de garantie donc sur la société mère qui avait été mis pendant 25 ans. Et la société mère, alors effectivement, la société mère, c'est la holding de consolidation qui est espagnole, et il faut aller au niveau de la grammaire, entre guillemets, donc pour chercher, entre guillemets, le fonds, qui n'est pas un fonds souverain, hein, qui n'est pas un fonds de l'État, qui est un fonds proche de l'État, mais qui n'est pas un fonds souverain stricto sensu. Donc, de ce point de vue-là, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, je pense qu'une garantie bancaire à première demande sur 3 à 4 milliards, ça n'existe pas. Et donc, les garanties qui ont été obtenues, et le cabinet Clifford a travaillé pendant de nombreuses semaines sur la rédaction de cette garantie. Donc, on a considéré à ce moment-là que c'était équivalent à ce qu'on avait habituellement avec des types d'acteurs à peu près équivalents. Parce que Mediapro était une boîte espagnole, donc c'est quand même pas une boîte qui venait du bout du monde, c'est une boîte espagnole, et qui avait 25 ans d'expérience avec la Liga, des actionnaires stables et solides, WPP et Ontaï Capital, et une fois de plus, je pense que le scénario catastrophe que vous évoquez et qui s'est malheureusement réalisé, il est lié à la non-réalisation du business plan. Et le business plan, la raison pour laquelle il n'a pas été réalisé, je l'ai expliqué, Marc Sénéchal l'a expliqué mieux que moi, c'est l'addition de plusieurs choses. C'est l'impact Covid, l'impact du piratage et surtout, l'impact massif des accords de distribution non signés ou trop tardivement signés, qui fait que ce qu'on appelle le ramp-up n'est pas là au rendez-vous. Et donc, effectivement, il y avait, je crois, je n'étais plus là, mais je crois qu'il y avait 600 000 abonnés en octobre, ou en novembre, quand commencent les problèmes. Donc, moi, je suis parti en septembre, donc après, les chiffres m'échappent un peu donc, de les réalités, mais le ramp-up n'est pas là pour les raisons que je viens d'évoquer. Voilà. Je rappelle juste le but ici. Notre ordre est de voir aussi à notre niveau, parce que chacun, et c'est pour ça que c'est une audition où tout le monde, la porte est ouverte à tous les acteurs quels qu'ils soient, parce que c'est un problème qui concerne tout le monde, mais il y a aussi donc cet aspect réglementaire, législatif, vous l'avez évoqué au travers de la loi de l'amour notamment. Donc le tout est de savoir si à un moment donné, vous étiez, où il y a des aspects réglementaires législatifs qui empêchaient, donc j'ai envie de dire, cette je dirais, vision et cette analyse globale nécessaire lorsqu'on fait un contrat d'investissement, alors qu'on signe un contrat d'investissement, même si le produit ici, il est particulier, puisque c'est un produit audiovisuel, commercial, mais issu d'une subdélégation de service public, d'où l'intérêt effectivement pour les pouvoirs, en tout cas la représentation nationale, puisqu'il s'agit in fine aussi d'argent public, notamment qui irrigue le financement de notre sport, et je pense ici indirectement donc au sport amateur, de se poser un peu les questions de comment est-ce qu'on peut renforcer aussi, je dirais, le contrôle et la sauvegarde également de ces types donc de contrats particuliers. Sur ce, je viens sur un point qui a été nouveau pour l'attribution de 2018. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais j'aimerais que vous l'évoquiez ici. C'est la sous-licence. La sous-licence qui a été un point donc nouveau introduit et pour le coup inédit en 2018. Donc pourquoi ? C'est très simple et la question va beaucoup, et ma réponse va beaucoup vous surprendre. Donc, lorsque nous rencontrons les différents acteurs, donc entre janvier et avril 2018, là aussi dans un cadre strictement encadré, réglementé, il y a des réunions informelles d'abord, et puis ensuite, à partir du jour où est lancé l'appel d'offres, c'est-à-dire fin avril, il n'y a plus de rencontres informelles, il n'y a que des rencontres formelles devant des avocats, donc, et minutées. Donc dans le dernier mois, je le répète là-dessus, entre la date de lancement et la date de l'enchère, il n'y a plus de rencontres informelles. Donc
dans les rencontres informelles que nous avions fait avant, je me souviens avoir rencontré Maxime Sada qui m'a demandé ce que je penserais d'une option sous licence. Et à l'époque, j'ai objectivement pensé que Canal+ pouvait se porter acquéreur de l'ensemble des 7 lots, quitte à en sous-licencier certains à des partenaires qui auraient pu être beIN, RMC, Orange, je ne sais qui, et dont il y avait une volonté commune donc de tout le monde. Enfin, en tout cas, lorsque nous interrogions les acteurs en leur disant est-ce que une sous-licence, la capacité de sous-licencier vous intéresse, l'ensemble des acteurs disaient oui. Voilà. Donc, la première demande est venue de l'un d'entre eux, et ensuite les autres étaient plutôt favorables. Mais je rappelle que les conditions de sous-licence ont été strictement encadrées là aussi, c'est-à-dire que la Ligue a la possibilité, d'abord la sous-licence ne se fait que la Ligue reste, et on le voit aujourd'hui, c'est le débat sur le fameux lot numéro 3, la Ligue reste contractuellement engagée avec le titulaire initial du lot. Et ensuite, il y a un sujet qui est entre le licensor et le licencié, de savoir dans quelles conditions la sous-licence s'effectue. Mais la Ligue, elle est souveraine dans qui est son co-contractant, d'une part, et d'autre part, elle peut aussi refuser un sous-licencié. C'est-à-dire que dans le règlement de l'appel d'offres, était explicitement mentionné que le sous-licencié devait être validé par la Ligue, et donc répondre à un certain nombre de critères qui sont une expérience audiovisuelle, une solvabilité, etc. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que quelqu'un, en gros, et je l'ai entendu aussi, et là je veux vraiment corriger ce qui a pu être dit, on ne voulait pas d'un trader. Et ma conviction absolue, d'ailleurs ils l'ont fait, c'est que Mediapro ne voulait pas faire de trading. Ils voulaient lancer une chaîne, comme ils l'ont fait en Espagne, et ils nous ont tout le temps dit, notre volonté c'est de lancer une chaîne. Et d'ailleurs, ils l'ont fait, ils l'ont lancé la chaîne. Après, la chaîne a échoué parce que, je ne vais pas revenir sur les 4 raisons principales que j'ai évoquées, mais la volonté de trading n'était pas là. Ils n'avaient pas de volonté de trading. Et quant à nous, Ligue, nous avions mis en place un encadrement très strict pour éviter que si sous-licence il y a, la sous-licence se fasse vers des acteurs qu'on ne souhaitait pas. Je vais passer la parole à notre collègue Florence Provendier pour une question. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Bonjour, Monsieur. Moi, je vais vous parler des droits au féminin. Et c'est ce que je représente dans cette salle qui est remplie de monsieur, de collègues et de collaborateurs. Je le dis pour ceux qui ne le voient pas. En 2018, Canal+ a acheté les droits de diffusion de la D1 féminine pour un montant d'environ 1 million d'euros annuels, si mes informations sont exactes. Et dans le même temps, les droits de la Ligue 1 ont été vendus pour 660 millions d'euros annuels. La diffusion sur Canal devait donner une importante visibilité au championnat de France féminin. Et donc, moi, je voulais savoir, comme vous êtes là, quel bilan, quel retour vous avez eu de cette diffusion sur Canal. Et par ailleurs, une question beaucoup plus large et plus prospective, et votre avis m'intéresse énormément. Selon vous, quelles seraient les pistes que l'on devrait explorer et travailler de telle sorte à réduire cet écart abyssal qu'il y a entre les montants de droits de foot au féminin, au masculin, sachant là aussi, et je prendrai la balle au bon par rapport à ce qu'a dit le rapporteur, c'est que tout ça se nourrit forcément les droits du football masculin, e-ring, notamment le football amateur, et je pense que tout ça forme un tout qu'il faudrait peut-être réinterroger dans son ensemble. Alors, je vais malheureusement pas pouvoir répondre complètement et exhaustivement à votre question, mais la question que vous posez va me permettre de faire un dégagement sur la nécessaire solidarité entre l'ensemble du football. Je vais y revenir. Sur le football féminin, alors je ne peux pas vous répondre précisément pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est pas la Ligue qui a la responsabilité de la D1 féminine, ni dans l'organisation de la compétition, ni dans la commercialisation des droits. Donc je ne connais pas les résultats de la diffusion de la D1 féminine sur Canal+, et je ne connais pas la satisfaction obtenue, que ce soit du point de vue du diffuseur ou du point de vue de la Fédération française de football, qui est en charge de la D1 féminine. Donc je ne peux pas commenter des résultats que je ne connais pas, et je vous prie de m'en excuser. Et ce qui est clair, c'est que je souhaite, comme tout le monde, et après la Coupe du Monde de football féminin qui a eu lieu en France, on a tous eu envie que cet élan
qui avait été réalisé à cette occasion perdure. Donc, mais aujourd'hui, je suis bien incapable de répondre à la question sur des chiffres du football féminin. En tout cas, moi, je suis un supporter absolument convaincu du potentiel du football féminin. Il suffit de regarder la place qu'a le foot féminin aux États-Unis. Il est plus important que la MLS, la ligue, le Soccer League des garçons. Donc je ne crois pas qu'on arrivera à un tel rapprochement en France avant longtemps, mais en tout cas, bien sûr que le football féminin, il faut tout faire pour le développer. Mais je ne peux pas commenter les chiffres que je ne connais pas. Mais par contre, je voudrais dire un mot sur la nécessaire solidarité. Moi, je pense, en effet, le football, c'est un secteur sportif, mais c'est aussi une industrie qui est fantastique parce qu'elle est, pour moi, elle est constitutive du vivre ensemble et du faire société, comme on dit dans ces murs. Donc, et je pense que ça passe par une solidarité, et parce que c'est cette solidarité de la fameuse pyramide, hein, donc on pourrait parler de la taxe Buffet, j'imagine, donc, qui part d'en haut et qui doit irriguer l'ensemble du football, amateur et féminin, mais aussi l'ensemble du sport amateur. Et moi, je suis maintenant, avec le recul que j'ai, en effet, puisque vous avez introduit mon propos en parlant du recul que j'ai maintenant et de la parole libre que j'ai maintenant, je pense qu'en effet, cette nécessaire solidarité entre tout le long de la pyramide du football, elle est absolument indispensable. Voilà, on a bien vu les conséquences qu'a eu l'accident Mediapro sur l'ensemble de la pyramide du football et du sport. Et je pense qu'il faut travailler, en particulier au niveau de la représentation nationale, à la solidifier autant que faire se peut, cette pyramide. Et je pense d'ailleurs, de ce point de vue-là, peut-être, on en parlera plus tard, je ne sais pas, mais je pense que là aussi, avec la parole libre de quelqu'un qui est maintenant en retrait depuis un an, je pense que le football professionnel, comme l'a dit Jean-Marc Mickeler d'ailleurs, et ça a été mentionné plusieurs fois, je crois, dans vos auditions, le football professionnel, il doit commencer vraiment à s'autoréguler. Donc je pense que le danger du football professionnel, en fait, c'est l'hyperlibéralisme et c'est la dérive du foot business. Et vraiment, je suis, c'est le recul que j'ai maintenant qui me permet de dire ça. On voit bien que là, on est dans une phase, et le Covid a été de ce point de vue-là spectaculaire, et les conséquences du Covid. Et je ne veux pas paraphraser ce qu'a dit Jean-Marc Mickeler, mais je veux simplement le dire avec mes mots à moi. Je pense qu'il y a vraiment la nécessité maintenant que le football professionnel s'autorégule au niveau de son modèle économique. Je redonne la parole au rapporteur. Je vous remercie. Bon, je reprends la balle au bon. Vous parliez de Jean-Marc Mickeler, qui est venu effectivement, donc, de manière très claire, exposer son point de vue personnel, mais également dans son rôle, donc la situation, le constat et puis les pistes d'évolution. Mais pour faire le lien avec ce qu'il nous a dit concernant notamment donc, ce qui nous concerne en premier lieu, en tout cas comme fait de départ de la réflexion, l'affaire Mediapro, qu'on ne veut plus revoir, ce fiasco, il émettait donc cette idée, au vu de l'affaire, qu'il y était peut-être temps de réfléchir à ce qu'il y ait une forme de séparation ou d'indépendance entre, j'ai envie de dire, ceux qui sont en responsabilité de trouver des acquéreurs, et ensuite, donc, pour cette prise de décision, j'ai envie de dire, finale, et ce choix final, dans un esprit, j'ai envie de dire, contradictoire, ceux qui sont à même de participer donc à la désignation du futur candidat. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Alors Jean-Marc Mickeler est un auditeur, donc je pense que cette proposition, elle est inspirée en gros du métier d'auditeur. Alors ce que je pense de cela, écoutez, j'imagine que vous allez rencontrer peut-être d'autres ligues européennes. Ce que vous décrivez là n'existe dans aucune ligue européenne. Voilà. Dans toutes les ligues européennes, il y a un CEO et des équipes qui ont la responsabilité de commercialiser les droits de la compétition qu'ils organisent. Donc, de toute façon, à la fin de la journée, comme on dit, ça remonte à une responsabilité qui est le conseil d'administration de l'institution. Donc, même si effectivement vous séparez ceux qui prospectent et ceux qui instruisent le dossier, à la fin de la journée, c'est le conseil d'administration qui valide ou pas les options qui sont retenues. Ça, c'est le premier commentaire. Deuxième commentaire, la France est le pays d'Europe le plus encadré
en matière de commercialisation des droits audiovisuels, avec donc la nécessité de faire des lots d'une procédure transparente, non discriminatoire et sous couvert, entre guillemets, de l'autorité de la concurrence. Donc, et je crois avoir décrit tout à l'heure que, dans le détail, comment les choses se sont passées. Donc, à ceux qui ont pu dire que ceci avait été fait pour éliminer certains acteurs, c'est une fable. Donc, l'appel d'offres, il a été fait de manière, je le répète, non discriminatoire, transparente, avec des lots, des huissiers de justice, une autorité de la concurrence. Donc, très sincèrement, monsieur le rapporteur, je pense que c'est en amont, c'est dans le règlement de l'appel d'offres qu'il faut prévoir l'ensemble du dispositif, mais je ne vois pas ce qu'apporterait une instruction différente d'une prospection. Merci. Alors, revenons sur, justement, vous avez raison, l'appel d'offres, puisque j'ai envie de dire, cet appel d'offres, il est organisé, il est construit, comme vous le souhaitez, avec des critères très quantitatifs. Je vais en venir sur les critères qualitatifs, justement, puisqu'on parle beaucoup de valorisation du produit audiovisuel, en tout cas la diffusion de notre championnat. À quel moment Mediapro, et avez-vous été au clair sur la stratégie, le business plan de Mediapro? Alors, la veille de l'enchère, les acteurs qui vont participer à l'enchère soumettent leur plan qualitatif, donc leur exposition, leur stratégie de distribution, la nature du produit, comment il va être filmé. Par ailleurs, si nous sommes très contraignants en termes de nombre de caméras par match, enfin je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a un cahier des charges techniques très précis qu'il faut évidemment que tous les acteurs respectent. Donc nous avons reçu donc, les propositions qualitatives la veille de l'enchère des acteurs qui ont participé, à savoir Canal+, beIN, Free et Mediapro, dont nous les avons étudiés. Donc, et nous avons mis des notes qualitatives qui servaient à pondérer la note quantitative. Donc, alors après, effectivement, on peut peut-être voir le rapport relatif et le coefficient de pondération qui a été pris de la note quantitative par la note qualitative, et ainsi donner davantage de poids, en particulier à l'exposition. Voilà. Je pense qu'il y a certainement un travail à faire dans le coefficient de pondération qualitatif qui doit être supérieur à ce que nous avons l'habitude de mettre. Mais une fois de plus, j'insiste là-dessus, je l'ai déjà dit, on parle bien de l'exposition. Parce que le cahier des charges éditorial, il avait été parfaitement respecté par chacun des acteurs. Et en plus, chacun des acteurs, à part Free, qui était réellement un nouveau, parce qu'il n'avait jamais fait ça, les trois attracteurs Canal, beIN et Mediapro étaient des acteurs depuis plusieurs dizaines d'années dans leurs pays respectifs, des acteurs entre guillemets de broadcast audiovisuel. Donc c'est pas le chapitre éditorial qui a été un sujet sur Mediapro, c'est le chapitre distribution, je le répète là-dessus. Et là, pour répondre à votre question, il y avait un plan de distribution qui était présenté, donc avec à la fois une chaîne OTT, d'une part, et puis d'autre part, des accords de distribution. Mais lorsqu'en mai 2018, le plan de distribution est proposé, les accords de distribution ne sont pas signés, puisque par définition, un acteur ne peut pas avoir signé des accords de distribution alors qu'il n'est pas encore attributaire d'un lot. Donc effectivement, il y avait un plan de distribution qui prévoyait des accords avec les telcos, avec même Amazon, et même, souvenez-vous, Mediapro a signé un accord avec Netflix, je crois, dont il y avait un plan de distribution qui prévoyait 3 chapitres, le chapitre OTT, le chapitre telco et canal satellite, et puis le chapitre GAFA. Malheureusement, le plan de distribution n'a pas été exécuté assez vite, mais on a déjà expliqué pourquoi. Ça a été lié, et je crois d'ailleurs qu'il y a encore je crois que l'affaire est encore en justice, si mes souvenirs sont bons, entre Canal+ et Mediapro, puisqu'il n'y a pas eu... Canal+ a refusé de distribuer Mediapro sur CanalSat. Dans le cadre de la présentation de ces éléments, donc plus qualitatifs, est-ce qu'il était déjà évoqué ce prix de 25 € par mois qui a suscité notamment beaucoup de réactions? Alors, on ne va pas refaire le match, mais quand même beaucoup de réactions sur l'équilibre justement de ce modèle. Comment pouvait-il donc imaginer avec 5 € par mois qu'une chaîne monoproduit puisse donc être rentable compte tenu de ce qu'on connaissait jusqu'à présent après? Alors, le prix n'avait pas été, je parle de mémoire là, le prix n'avait pas été exposé
aussi explicitement que cela. Il a été exposé dans une conférence de presse qui a eu lieu quelques jours après, de mémoire, où Rui Res a parlé de ces 25 euros. Dans le plan éditorial, franchement, cette question-là, je ne me souviens plus. Je pense qu'il y avait des indications. Je ne sais plus s'il y avait le prix de manière ultra précise, comme ça a été révélé ensuite 2 ou 3 jours après. Alors, juste, maintenant, les lots ont été attribués en 2018. Il y a donc eu, entre 2018 et 2020, il y a eu quelques faits, notamment celui que vous avez évoqué en Italie. À chaque fois, quelles ont été les possibilités dans la négociation, la relation que vous avez avec ce diffuseur, une fois qu'il a été acté, de discussion, en fait, parce que c'est surtout ça aussi qui peut nous intéresser, et de réaction, puisque il y a eu donc déjà ce premier événement, à savoir donc le refus en définitive, en tout cas l'abandon de toute relation avec Mediapro par la Serie A, la Ligue italienne, compte tenu donc d'une non-réponse de Mediapro sur une demande de garantie de leur part, une acceptation en tout cas. Mais il y a eu aussi des dégradations de la note de la société. Quel était le pouvoir aujourd'hui dans la négociation avec, à ce moment-là, avec de la LFP, avec Mediapro, et surtout les possibilités de réaction? Est-ce que vous aviez essayé de trouver des solutions pour un peu conforter ce risque peut-être financier et ces quelques signes donc d'alerte? Alors, entre donc l'été 2018 et puis l'été 2020, donc il se passe plusieurs choses. Donc vous en avez rappelé certaines. Il se passe aussi les accords qui sont signés entre Canal+ et beIN. Là, d'une part, l'accord de distribution. D'autre part, l'acquisition par Canal+, donc des droits de la Champions League de l'UEFA. Donc, on voit clairement, quand je dis on, je parle là des services de la Ligue à nouveau, on voit clairement que la relation entre Canal+ et Mediapro va être très compliquée. Et donc, nous, notre rôle, on alerte plusieurs fois Mediapro sur la nécessité d'avoir des accords de distribution avec Canal+ et avec les telcos. Et force est de constater que ces accords de distribution ne sont pas signés. Et là, une fois de plus, moi, je n'assiste pas aux négociations, donc je ne sais pas pourquoi ces accords de distribution ne se signent pas en vrai. Donc je pense que c'est très difficile de savoir la vérité, puisque la preuve, c'est que il y a encore une action en justice. Je ne sais plus qui attaque en justice l'autre d'ailleurs. Mais donc, nous, on alerte. Donc, pour répondre à votre question, oui, on alerte plusieurs fois Rui Res et ses équipes en leur disant nous savons que vous saurez faire le produit. On regarde comment la Liga est diffusée. Et la retransmission audiovisuelle de la Liga est un produit tout à fait... Enfin, j'encourage tout le monde à regarder comment est diffusée la Liga. Vous verrez que la Liga est parfaitement bien éditorialisée. Mais dont nous, on insiste, pour répondre à votre question, on insiste sur les accords de distribution. On appelle même les telcos en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne signe pas. On essaie de comprendre, on essaie de mettre toute la pression qu'on peut mettre sur les telcos, la pression amicale, puisque nous, on n'a pas la responsabilité, entre guillemets, ou au sens fiduciaire du terme, de faire signer un accord entre un opérateur qui a acquis des droits et puis un distributeur qui ne veut pas le distribuer, et on ne peut pas les forcer à se rapprocher, en fait. Donc on passe des coups de fil aux uns, aux autres, pour essayer de comprendre et pour dire mais c'est très important pour le football français. Enfin, je me souviens de discussions, même de rencontres qu'on a eues avec les telcos, mais force est de constater que les accords de distribution ne se signent pas. Ou se signent tardivement. De manière rétrospective cette fois-ci, donc il y a eu, et vous avez évoqué la mission donc de M. Sénéchal, cette conciliation. Est-ce que votre sentiment quant à la résolution de ce conflit, je rappelle, c'est donc je crois globalement donc 100 millions d'euros allez, on va dire un peu de manière provocateur, de dommages et intérêts, sur un ensemble de loyers qui n'a pas été, si je reprends mon exemple de locataire, pas du tout été, en tout cas, honoré peut-être
comme il se doit. Bon, bref, en fait, votre sentiment, vous, qui avez été au cœur de la relation, sur déjà la sortie de crise. Donc cette crise a été, le scénario a été donc je dirais une mise en liquidation, mais surtout donc je vais dire une rupture de contrat. Est-ce qu'il y aurait pu avoir d'autres scénarios possibles, et est-ce que cette sortie de crise précisément vous surprend, vous, de ce que vous connaissez de la relation avec Mediapro, et ensuite, est-ce que vous pensez que elle est juste? Je dis du point de vue du sport français, peut-être en se positionnant de ce côté-là. Alors j'ai lu ou entendu qu'il aurait fallu faire autrement, qu'il aurait fallu négocier. Donc, me concernant, pour répondre à votre question, j'ai entendu et lu des dizaines et des milliers de personnes commenter et interpréter ce qui avait été fait en mai 2018 alors qu'ils n'étaient pas là et qu'ils ne savaient pas. Donc je me garderai bien de faire le moindre commentaire sur ce qui s'est passé à partir de septembre 2020, quand j'ai quitté la Ligue. Je n'étais plus aux responsabilités, donc je ne répondrai pas à votre question sur la sortie de crise. Je me garderai bien de ne pas faire ce que beaucoup ont fait sur la période précédente sans savoir. Alors, autre sujet qui est un sujet d'actualité législative, a été discutée donc une proposition de loi parlementaire concernant donc je veux dire, le thème du sport de manière tout à fait transversale, et notamment donc le financement du sport, donc les droits audiovisuels sportifs et notamment football participent donc au financement du sport et à la solidarité financière avec le sport amateur. Donc il était évoqué un dispositif donc d'autorisation et de possibilité pour une ligue professionnelle de créer une société commerciale que nous avons souhaité ici au sein de l'Assemblée encadrer donc dans sa mission, mais également surtout dans sa gouvernance quelque part. Ça fait le lien avec peut-être des projets que vous aviez initiés, mais est-ce que vous pensez que ce dispositif peut être une réponse à l'avenir sur une revalorisation des droits audiovisuels, en tout cas déjà sont conforter donc la valeur de nos droits? Est-ce que déjà vous étiez à l'initiative vous-même de cette société commerciale lorsque vous étiez directeur de la LFP? Alors je vous ai dit que je ne souhaitais pas commenter ce qui s'était passé entre septembre 2020 et aujourd'hui, mais je veux bien parler du futur, effectivement, puisque vous m'invitez à le faire, et je veux répondre clairement par l'affirmative à cette question de la société commerciale. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a un travail qui a été engagé, je crois, à la Ligue, et j'ai lu les déclarations de Vincent Labrune sur les projets de mettre en place une société commerciale. Moi, je pense que dès l'instant où on peut avoir une expertise additionnelle qui est apportée à la Ligue pour commercialiser ses droits, mais pas seulement ses droits, je pense pour commercialiser l'ensemble de ses actifs, c'est une bonne chose. Voilà. Et je pense par ailleurs que ceux qui sont susceptibles d'intervenir dans un tel dispositif sont des professionnels qui savent exploiter, valoriser, et qui sont des financiers. Et donc je suis certain qu'ils, au-delà d'ailleurs du financement, dont on a particulièrement besoin en ce moment, l'ensemble du sport amateur et professionnel, je pense que faire entrer... alors après, il faut encadrer la gouvernance, enfin après, le diable est dans les détails, hein, bien entendu. Mais et en particulier, il ne faut pas que... il ne faut pas que ce qui est l'essence même du football, c'est-à-dire l'organisation de la compétition, le format des compétitions, le nombre des clubs, les règlements, enfin tout ça appartient strictement, définitivement et sans discussion à l'organisateur des compétitions. Par contre, la commercialisation des droits, dès l'instant où il y a un apport d'expertise additionnel, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Et je crois d'ailleurs que l'Assemblée nationale ne s'est pas opposée, autant que je me souvienne, donc, à ce projet qui n'est pour l'instant qu'un projet. Effectivement, nous n'avions pas encore engagé de travaux à l'époque où j'étais encore là. Je crois que les travaux viennent ou vont être engagés dans les semaines qui viennent. Mais je voudrais aussi, puisque vous
me tendait la perche là-dessus, parler de ce qu'a évoqué Jean-Marc Micheler donc, dans un interview récent. Je pense en particulier à... il a parlé de ce qu'on appelle en anglais le squad limit, donc la limitation des effectifs, et le salary cap global, donc non pas le salary cap individuel, mais le salary cap collectif, entre guillemets, sous forme de pourcentage du budget, caper en gros le pourcentage de la masse salariale sur le total du budget du club. Je pense que c'est des indicateurs qu'on avait déjà évoqués lorsque j'étais à la Ligue. On avait déjà évoqué ces indicateurs, y compris même avec le président du syndicat des joueurs, donc la notion de squad limite et même de joueurs formés localement. J'ai vu que Jean-Michel Aulas avait aussi parlé hier de joueurs formés localement. Je pense que ces trois métriques, comme on dit en anglais, la limitation des effectifs, la notion de joueurs formés localement et la notion de salary cap global sont des pistes. Je rejoins ce qu'a évoqué Jean-Marc Micheler ici même, sont des pistes qu'il faut creuser. Alors, pour poursuivre justement sur cette question-là, de la nécessaire adaptation finalement des modèles économiques et financiers aujourd'hui de nos clubs de football professionnel alors, dans notre pays, mais il faudra bien des règles aussi qui s'appliquent au minimum au niveau européen, quand on évoque les questions de masse salariale, de salary cap ou de joueurs formés localement. On a beaucoup évoqué tout à l'heure à travers la chronologie de l'appel d'offres, les questions de droit télé. Alors, je pense que si certains de nos interlocuteurs, à un moment donné, ont évoqué le terme d'aveuglement, je pense qu'ils pensaient sans doute pas forcément qu'à la Ligue, mais que surtout un aveuglement collectif, on va dire plutôt, entre guillemets, de présidents de clubs qui se sont dit à un moment donné, avec le Mirage Media Pro, on a une opportunité fantastique d'augmenter de façon très significative ces droits télé. D'ailleurs, certains ont pris des décisions très rapidement, d'ailleurs, qui ont pu peut-être après s'avérer difficiles à assumer par la suite. Et finalement renoncer à travailler à se départir de la télédépendance. Alors je me souviens, puisque on a eu l'occasion à de multiples reprises en 2016, 2017 et puis même les années suivantes de se rencontrer ici à l'Assemblée nationale, Didier Quillot, dans mon fonction de directeur général, avec Nathalie Bois-de-la-Tour aussi également. Vous nous aviez dit, il y a quelques années, que vous aviez conduit, au nom de la Ligue, une mission, notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord, pour aller voir comment les clubs investissaient, notamment dans, aujourd'hui, la question de la diversification de leurs ressources, autour de l'expérience match, autour de ce qui se passe avant, pendant, après les matchs, comment sur la billetterie, comment sur le marketing, comment sur un certain nombre de sujets comme les hospitalités, on pouvait améliorer les ressources et diversifier ces ressources et être moins en dépendance des droits télé ou du trading de façon générale pour les clubs. Qu'est-ce qu'il en est résulté ? Est-ce que vous avez emmené les présidents de club avec vous ? Est-ce que ceux-là en ont tiré un certain nombre derrière de conséquences ? Et est-ce qu'aujourd'hui, on a des clubs qui sont suffisamment au niveau pour justement envisager ce nouveau modèle un petit peu de financement et qui ne remplacera pas les droits télé, hein, mais qui au moins aujourd'hui, avec la baisse de la masse salariale, est forcément une option pour la suite, quoi. Là, vous m'entendez ou pas ? Non. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Alors, je vais essayer de toutes les traiter. Donc, premièrement, sur l'aveuglement. Donc, je vous rassure, je ne l'ai pas du tout pris pour moi, l'aveuglement. J'ai bien compris que celui qui avait parlé d'aveuglement s'adressait à l'ensemble de l'écosystème. Donc, et je me suis attaché, je crois, ce matin de manière la plus précise possible à vous montrer qu'il y a eu beaucoup de rationalité et en aucun cas d'irrationalité dans les décisions qui ont été prises. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, on a conduit des missions aux États-Unis. On a même fait une tournée de clubs français. Il y avait à l'époque Saint-Étienne, Bordeaux, Montpellier et l'Olympique de Marseille. Donc, on avait amené aux États-Unis en 2019, je crois. Donc, faire une tournée aux US pour effectivement aller à la rencontre des États-Unis, des spectateurs américains, et puis aussi aller à la rencontre des propriétaires de franchises pour voir quelles étaient les meilleures pratiques, comme on dit. Je crois que
sincèrement, la plupart des clubs, j'entendais hier aussi l'audition de Vincent Volpe du Havre qui disait des choses particulièrement intéressantes sur la façon dont il anime le stade avant le match. Et j'ai aussi écouté l'audition de Jean-Michel Aulas, effectivement, sur le groupe Ama Stadium je sais pas si, qui est particulièrement performant, en tout cas au niveau de tout ce qui est exploitation autour du match. Et même pendant la semaine. Donc, je crois sincèrement que la plupart des clubs ont fait le job, si je peux utiliser cette expression, en matière d'exploitation des recettes, ce qu'on appelle les matchs des revenus, dont les recettes de jour de match. Après, il y a deux choses qui sont pour moi. Il y a une chose qui est structurelle et une chose conjoncturelle, qui ont peut-être mis en difficulté pendant les 2 années précédentes tout ce travail qui avait été fait. Les difficultés structurelles, c'est le fait que certains clubs n'ont pas encore, je ne parle pas de propriété de stade, mais je parle dont ne sont pas encore l'exploitant unique et exclusif du stade et n'ont pas encore entièrement la main. Et ça passe, Monsieur le Président, sur discussion qu'on a vue en effet dans ma vie antérieure avec vous sur les relations entre les métropoles et les clubs. Donc, et là, je crois qu'il faut, de manière certaine, pour moi, il faut que les clubs deviennent les exploitants exclusifs de leur stade, et ça passe donc par une relation parfaitement fluide et positive avec la métropole ou la municipalité. Donc, mais ce n'est pas encore le cas partout, donc il faut que ça le devienne partout. Et enfin, il y a une raison conjoncturelle, je dirais, qui a un petit peu balayé tous les travaux qui ont été faits, c'est le Covid. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, vous savez, les 4 paramètres les 4 paramètres de génération de revenus d'un club, c'est les droits télé, le sponsoring, le ticketing et le trading de joueurs. Voilà. Donc, et dans le sponsoring, je mets le merchandising avec, ou dans le ticketing. Les 4 piliers de génération de revenus du modèle économique ont tous pris la vague en même temps. C'est-à-dire les droits télé, on vient de passer 2 heures sur le sujet, le ticketing, les matchs à huis clos, le sponsoring, les sponsors qui réduisent leurs investissements publicitaires et marketing, et enfin le trading avec un mercato particulièrement atone. Et encore aujourd'hui, je lisais dans l'équipe ce matin les premières indications qui sortent sur la Ligue 2, c'est ça dont parlait l'article ce matin, qui est un mercato particulièrement atone, dont les 4 piliers fondamentaux du modèle économique du football professionnel sont très affectés. Donc j'ai envie de dire 2 choses. Premièrement, il faut profiter. C'est quand on est au plus bas qu'il faut faire mes réformes structurelles. J'ai envie de dire 2 choses très positives, optimistes. La première, c'est vu là où on est arrivé en génération de revenus, on ne peut que progresser. Enfin, il y aura pas, ce n'est pas possible que tout aille dans le mauvais sens en même temps. Les droits télé, le ticketing, le sponsoring, le trading, c'est pas possible que tout aille à la baisse en même temps. Enfin, si, c'est possible, c'est arrivé une fois, mais ça ne peut pas aller pire que ça. Donc avec la mise en place du pass sanitaire, avec les jauges qui sont à nouveau ouvertes, avec, on l'espère tous, une gestion avec les pouvoirs publics et les clubs enfin là aussi je profite d'être là pour remercier les pouvoirs publics pour toutes les aides qui ont été faites, qu'il s'agisse des PGE, qu'il s'agisse du chômage partiel, qu'il s'agisse du fonds de solidarité. Enfin, l'État a été particulièrement exemplaire, et c'est pas le cas partout en Europe avec les clubs de football professionnel. Donc je pense que sur tout ce qui concerne la billetterie, les choses vont repartir à la hausse. Sur le sponsoring, les choses vont aussi repartir à la hausse. Et donc, le trading repartira aussi un jour. Et les droits télé, les droits télé, il y a maintenant des discussions en cours sur lesquelles je ne veux pas revenir pour la période 21-24. Là aussi, je ne suis plus en charge aujourd'hui, donc je ne peux pas commenter des choses qui ne sont pas sous ma responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça va repartir à la hausse. Voilà, donc je pense que ça va repartir à la hausse. Mais il ne faut pas faire l'économie de réformes structurelles telles que celles qui ont été évoquées par Jean-Marc Micheler, sur lesquelles j'ai dit un mot tout à l'heure. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure, il ne faut pas faire l'économie d'un effort de régulation. Voilà, ce que nous apprennent ces crises successives, c'est qu'il est nécessaire de se réformer et de se réguler, car sinon, on n'a pas parlé de Super Ligue européenne. On voit bien, en fait, j'ai en mémoire un écrit d'un économiste qui avait dit, de toute façon, la crise du Covid fait
je ne sais plus quel est l'économiste qui avait écrit ça, mais je fais volontiers mienne ces propos. Le post-crise du Covid, le football européen va devoir soit devenir ultra-libéral, et ça sera le modèle de Super League européenne, dont personne ne veut, on l'a vu, soit s'autoréguler. Et donc, moi, je pense qu'on n'a pas le choix entre les deux options. C'est l'option 2 qu'il faut retenir. Oui, l'autorégulation, oui, c'est vrai. Après, des fois, on a l'impression que c'est une incantation, mais il faut aussi j'ai envie de dire, qu'il y ait des cas concrets de régulation. Et puis, il faut aussi donner les moyens. C'est pour ça que c'est la réflexion ici, les moyens, et faire en sorte que les outils qui sont à disposition donc des instances, des ligues, soient des outils qui soient adaptés pour pouvoir permettre cette régulation. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un point c'est la question que je vous posais à titre personnel, de cette fin de scénario dans laquelle donc on voit donc il y avait eu d'ailleurs une valeur aujourd'hui qui était donc bien évaluée, en tout cas qui était évaluée sérieusement, qui de plus d'1 milliard d'euros, qui aujourd'hui en quelques mois ne vaut plus que, et on l'a vu avec le dernier appel d'offres, que la moitié. Donc on se retrouve à une situation donc de retour vers j'allais dire vers le futur, mais tout retour en tout cas en arrière. Donc je dirais les évaluations j'allais dire ont un temps, mais surtout qu'on a une situation où on a un acteur, pour le coup qui est un acteur ici étranger, qui vient je dirais et exploite le championnat, qui perd et puis il s'en va. Et qui laisse donc effectivement économiquement, puisque ça a été souligné par Jean-Marc Micheler, une situation économique des clubs professionnels de foot qui indirectement irriguent beaucoup d'emplois indirects et aussi d'animation sur le territoire, et qui s'en va. Et la question, moi, que je me pose aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire respecter les contrats et les garanties ? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a un acteur qui repart dans des négociations dans d'autres championnats et qui repart, mais j'ai envie de dire, comme s'il s'agissait donc, et comme si cette affaire n'avait jamais existé. Donc, en tant que législateur, je me pose la question, et quel conseil ou quel, je dirais, message vous pourriez nous adresser pour qu'on évite cette frustration aussi, parce qu'il en va de la souveraineté aussi de notre souveraineté ici, de notre sport, du financement de notre sport. Et je pense que ça crée pas mal de frustration. Alors en tout cas la mienne, peut-être vous l'entendez, à titre personnel. J'entends bien votre frustration, monsieur le rapporteur, et on se connaît suffisamment pour avoir évoqué dans ma vie antérieure avec vous ce sujet. Et je sais que vous êtes, comment dirais-je, désireux que le législateur en fasse plus sur le sujet. Donc, je vais essayer de vous répondre de la manière la plus lucide et surtout la plus sincère sur cette question. D'abord, la régulation du modèle économique, moi j'ai parlé d'autorégulation, et comment cela peut-il... J'ai envie de dire que nécessité fait loi, pour répondre, si je peux utiliser dans ces murs cette expression. La nécessité du modèle économique qui est particulièrement attaqué aujourd'hui fait que, je pense que, et d'ailleurs, tout ce que disent l'ensemble des acteurs du football professionnel aujourd'hui va dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de se réformer. Enfin, une fois de plus, je ne peux plus parler de l'intérieur, je ne peux parler que de ce que je lis ou de ce que j'entends, mais je vois bien que cette volonté de se réformer, de s'autoréguler, elle est là. Et si jamais le passage aux actes est plus difficile que prévu, ben peut-être que la puissance publique devra, et la représentation nationale devra effectivement passer de l'autorégulation à la régulation. Mais je parle du modèle économique. Ça, c'est le premier point. Après, il y a un deuxième point qui est le droit des contrats. Donc, le droit des contrats, ben, quand deux parties contractent et qu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, elles vont au tribunal pour se faire arbitrer.
ce qui est le cas en ce moment. Au cas particulier de Mediapro et de la Ligue, il n'y a pas eu d'action en justice puisqu'il y a eu une transaction qui a été faite. Donc il y a eu une transaction qui a été faite. Donc j'ai envie de vous dire, de manière très au risque d'être un peu cru, le législateur n'a pas à se mêler d'une transaction qui a été faite entre deux acteurs privés. Entre deux acteurs indépendants, la Ligue et Mediapro ont fait une transaction, le législateur n'a pas à se mêler de cette transaction. Donc c'est après, on est dans la stricte application du droit des contrats. Sur le règlement des appels d'offres, je l'ai déjà dit il y a quelques instants, je pense que la France est le pays le plus encadré d'Europe, et je ne suis pas du tout certain que le législateur puisse ou doive ajouter à ce qui existe déjà, c'est-à-dire la loi Lamour et son décret d'application. Voilà ce que je voulais dire, au risque d'être un peu, comment dirais-je, direct sur le sujet, c'est ce que je pense. Par contre, pour être très positif, par contre, je pense que la nécessaire autorégulation du modèle, si elle n'a pas lieu, eh ben là, je pense que le législateur doit s'emparer de ce sujet. Toute dernière question. Le 10 septembre donc 2020, vous déclariez « Je ne serai pas un obstacle à l'unité du football professionnel ». Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous entendiez par là. Après l'élection d'ailleurs de Vincent Labrune, vous êtes parti de la Ligue. Donc, cette phrase résonne donc aussi avec ce départ-là. Et le 12 décembre, vous indiquez que vous alliez restituer votre bonus. Donc déjà la question c'est ce que vous l'avez fait, mais pourquoi? Donc c'est les questions personnelles pour la fin, c'est ça. Donc sur le premier point, lorsqu'il y a eu l'Assemblée Générale de la Ligue, c'était le 11 ou le 12 septembre 2020, moi vous savez, quand vous dirigez la Ligue, vous avez surtout post-Covid, vous avez à peu près une réunion par jour. Et donc, quand vous avez une réunion par jour avec votre gouvernance, vous entendez ce qui se passe. Et si jamais vous ne l'entendez pas lors des réunions, les clubs vous le rappellent en vous attaquant au Conseil d'État, en attaquant la Ligue au Conseil d'État. Donc, je vous renvoie sur ce qui s'est passé entre la déclaration du Premier ministre à l'Assemblée nationale et puis ensuite les différentes affaires au Conseil d'État, qui ont toutes été gagnées par la Ligue. Je tiens à le rappeler pour ceux qui ont la mémoire courte. Donc, mais ne revenons pas là-dessus. Donc, moi, en septembre 2020, quand il y a l'élection à l'Assemblée Générale, il y a plusieurs candidats. Et moi, en disant publiquement, je ne serai pas un obstacle à l'unité, c'est une façon de faire passer le message aux différents candidats qui vont, entre guillemets, se départager le lendemain, que le directeur général exécutif de la Ligue ne sera pas un obstacle au fonctionnement, à l'unité du football professionnel. Comme je sais qu'il n'y aura pas un seul candidat, mais qu'il y en aura deux, je remets mon mandat à disposition si le président élu le souhaite. Voilà, c'est ça que je fais de manière, je trouve, ça me paraît normal. Ça me paraît normal qu'un président qui est nouvellement élu choisisse le directeur général avec qui il a envie de travailler. Et donc, pour aller jusqu'au bout de cette logique qui me paraît normale, je dis publiquement que si le président nouvellement élu le souhaite, je lui remettrai mon mandat. Voilà la réponse à votre question. Sur la question du bonus, lorsque l'affaire Mediapro donc, se termine comme elle se termine par la transaction que j'ai évoqué tout à l'heure, je ne sais plus quand c'est en décembre 2020. Donc moi, si vous voulez, je considère que j'ai reçu un bonus pour un contrat, que ce contrat, quelles que soient les raisons pour lesquelles il n'a pas été exécuté, n'a pas été exécuté. Donc ça me paraît normal de rendre mon bonus, et ce n'est absolument pas une preuve de quoi que ce soit. C'est simplement, je considère que quand vous êtes un cadre dirigeant d'une entreprise, que vous avez mis en place un processus dont on a vu à quel point, tout de même,
la responsabilité est entièrement partagée. Enfin, je pense que la gouvernance a parfaitement fonctionné. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement. La gouvernance a fonctionné. Mais je considère que celui qui a supervisé, pour reprendre votre terme tout à l'heure, le contrat qui n'est pas exécuté, doit prendre sa part de solidarité et rendre le bonus qu'il a touché, ce que j'ai fait, puisqu'effectivement, vous posez la question, je l'ai évidemment fait, je n'aurais pas pris le risque de faire une déclaration publique disant que j'allais rendre mon bonus et de ne pas le faire. J'ai dû le faire 48 heures après ma déclaration, parce qu'entre les deux, il y avait un week-end, et le week-end, les banques sont fermées, on ne peut pas faire de transactions. Voilà. Et c'était un virement qui nécessitait un accord formel de ma part auprès de ma banque, et donc ça ne pouvait pas être fait pendant le week-end, mais ça a été fait dès le lundi. Bien, monsieur Diekio, il me reste à vous remercier pour ces réponses Merci à vous. extrêmement précises et ce propos liminaire qui était extrêmement détaillé. Non, non. Et bien, on tiendra au courant, bien évidemment, de la suite des opérations et de la suite de cette mission d'information parlementaire qui va continuer encore quelques mois ses travaux, puisque nous avons l'intention de, effectivement, comme vous l'avez dit, d'aller voir aussi les modèles de régulation un peu partout où ils sont les plus vertueux. Merci beaucoup.